Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cette édition. Le chef de l'État a présidé ce matin la 15e séance du Conseil des ministres. Et à Gaza, l'Organisation mondiale de la santé a prévenu hier qu'il ne restait plus que 24 heures d'eau, d'électricité et de carburant. Élément de réponse dans ce journal. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, a eu lieu ce mardi 17 octobre 2023. La 15e séance du Conseil des ministres ont été examinés et approuvés plusieurs textes. Le compte rendu nous est fait par le porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 17 octobre 2023, la 15e séance du Conseil des ministres, et ont été examinés et approuvés les textes suivants. Première question, projet de loi des finances portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2022. Le projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État de l'exercice 2022 est présenté en application des dispositions de la loi numéro 107 en 2000, donc 4e législature, relative aux lois des finances. La présentation du projet de loi de règlement s'inscrit donc dans le cadre de la reddition des comptes du budget de l'État. Les comptes définitifs de l'État pour l'exercice 2022 sont arrêtés en recettes à la somme de 132 milliards 900 millions de francs Djibouti et en dépenses à plus de 142 milliards 461 millions de francs Djibouti. Les résultats courants au volet recettes de compte définitif de l'exercice 2022 donc affichent un niveau de recouvrement de 123 milliards 538 millions de francs Djibouti et affichent un déficit budgétaire de 2 milliards 345 millions de francs Djibouti. L'exécution du budget de l'exercice 2022 s'est inscrite dans un contexte frappé par la pandémie du Covid-19, la hausse des prix des matières premières et l'impact mondial et régional. Cependant, l'économie nationale a fait preuve de résilience, malgré les chocs externes, avec notamment une inflation maîtrisée et une croissance économique reprise. Les recettes générales enregistrent un montant arrêté à 132 milliards 930 millions. Et représentent 20,33% du PIB. Elles sont en baisse vis-à-vis des prévisions du LFR 2022 à hauteur de moins 6 milliards 869 millions avec une réduction de 6 milliards 137 millions comparativement aux réalisations de l'exercice 2021. Au cours de cet exercice, le gouvernement a mis l'accent sur le soutien à divers projets de construction au profit de plusieurs départements, dont le plus significatif concerne les secteurs sociaux, pour répondre aux besoins éducatifs, sanitaires de la population et pour appuyer la population vulnérable dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. En 2022, le projet de loi de règlement a poursuivi la réalisation des actions prioritaires conformément à la feuille de route gouvernementale. La deuxième question donc concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers du Palais du Peuple de l'exercice 2022. Les comptes financiers du Palais du Peuple pour l'exercice 2022 sont arrêtés en produit à 368 854 000 et en charge à 369 286 000 francs Djibouti. Le résultat de l'exercice passe de 1,3 million de francs en 2020 à moins de 2,4 millions de francs en 2022. Les produits connaissent une baisse et cette diminution des produits est due à la baisse de la subvention de l'État. Les revenus de la location des salles ont enregistré une augmentation de l'ordre de 17,6% en 2022 et en 2022, le Palais du Peuple a poursuivi les objectifs d'amélioration des recettes, la maintenance régulière des équipements et espaces afin de pérenniser les investissements effectués ces dernières années. La troisième question est un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, ONEAD, pour l'exercice 2021. Les comptes financiers de l'ONEAD pour l'exercice 2021 sont arrêtés en produit à 8 milliards 321 millions de francs Djibouti. Durant cet exercice, le résultat net passe d'un montant positif de 148,3 millions de francs Djibouti en 2020 et à un résultat négatif de moins de 79,9 millions en 2021. Le chiffre d'affaires, vente d'eau, de prestations d'assainissement et travaux connaît une progression de 3,4% par rapport aux réalisations de 2020
grâce au surplus de vente d'eau potable généré par l'augmentation du nombre de branchements neufs. Quant aux charges d'exploitation, elles augmentent et passent de 6,8 milliards à 7,2 milliards de francs djibouti en 2021. Cet accroissement est dû à la hausse des achats d'électricité et aux effets négatifs de la pandémie Covid-19. Les charges de personnel connaissent une augmentation et les charges financières demeurent stables. L'Office a acquis en 2021 des équipements de maintenance de développement nécessaires au renforcement de ses capacités opérationnelles pour un montant total de 1,3 milliard. En outre, les travaux relatifs aux divers projets de développement débutés pour la plupart durant les exercices antérieurs ont été poursuivis en 2021. L'ONEAD a poursuivi la politique d'investissement dans les infrastructures. Ces investissements réalisés portent essentiellement sur le volet d'adduction d'eau potable de la ville d'Obok, des travaux d'extension des réseaux d'eau dans les quartiers défavorisés et l'extension de réseaux et équipements d'infrastructures. La quatrième question est relative à un projet de loi portant adoption des comptes financiers du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement pour l'exercice 2022. Les comptes financiers du laboratoire pour l'exercice 2022 sont arrêtés en produit à 364 381 000 et en charge à 307 426 000 francs, soit un résultat bénéficiaire de 56 995 000 francs djibouti. Durant cet exercice, le résultat net augmenté passe de 26,7 millions de francs djibouti en 2021 à 55,9 millions de francs djibouti en 2022. Les produits connaissent une progression qui est due à la forte hausse des revenus des prestations de services. Les charges augmentent et concernent principalement les charges de personnel durant l'exercice 2022. Le laboratoire a redoublé ses efforts afin d'atteindre ses ambitions à court terme, notamment pour asseoir sa position en tant qu'acteur clé dans le domaine des activités de laboratoire des BTP dans le pays. Et réécoutons le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, pour le compte rendu de cette 15e séance du Conseil des ministres. La cinquième question est un projet de loi portant approbation des comptes financiers pour l'exercice 2022 du Diwan des biens WARF. Les comptes financiers de l'exercice 2021 du Diwan des biens WARF sont arrêtés en produit à 630 641 000 et en charge à 592 252 000 francs djibouti, avec un résultat bénéficiaire de 38 389 000 francs djibouti. En 2022, le résultat net a augmenté et passé d'un résultat négatif de moins de 45,6 millions de francs djibouti par rapport à 2021 à plus de 38,3 millions de francs djibouti en 2022. Les produits constitués des revenus de la redevance cimetière et des divers biens WARF connaissent une progression en 2022. Le Diwan des biens WARF a comptabilisé les produits des loyers des bâtiments, du sans-fil, du centre commercial Hamoudi et Raya. Les charges d'exploitation augmentent de 495 millions de francs djibouti en 2022. Cette augmentation est liée à la progression des achats et approvisionnements et des charges de personnel. Durant cet exercice, l'établissement a poursuivi ses objectifs, à savoir améliorer la gestion et la supervision du patrimoine du WARF islamique et accroître ses revenus. La sixième question est un projet de loi portant approbation des comptes financiers de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2022. Les comptes définitifs de la Société internationale des hydrocarbures pour l'exercice 2022 sont arrêtés en produit à 50 489 millions de francs djibouti et en charge à 49 264 millions de francs djibouti. Le résultat de l'exercice est en nette progression par rapport à 2021. Les produits d'exploitation connaissent une forte progression de près de 70% entre 2021 et 2022. Cette augmentation est liée à la montée du prix moyen du baril, de 37 du baril de pétrole brut, bien entendu, de 37,7 dollars US, et le prix du baril Brent a fortement fluctué entre 90 dollars et dans les prévisions de la Société des hydrocarbures à 127 dollars durant l'exercice en cours. En 2022, la quantité vendue de produits s'élève à 256 tonnes métriques, 256 000 tonnes métriques 500, alors que la société avait prévu une quantité de 280 000 tonnes métriques. Les charges d'exploitation sont en progression et sont constituées principalement des achats et des charges de personnel. En 2022, la Société des hydrocarbures a également investi plus de 2,6 milliards de francs djibouti, essentiellement consacrés à la construction du nouveau siège de la société. Enfin, les stratégies mises en place par la Société des hydrocarbures en 2022
tels que la gestion de stock, la suspension des LSC, le prolongement des délais de paiement et l'augmentation du premium dans la structure des prix, se sont avérés favorables à l'essor de la situation financière de la Société des hydrocarbures. La septième question donc concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence nationale de l'emploi pour les exercices 2018, 19, 2020, 2021 et 2022. Le ministre du Travail a présenté au Conseil des ministres les comptes financiers de l'Agence nationale de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle pour l'exercice 2022 et a régularisé en parallèle les comptes financiers des années antérieures. Les comptes financiers de l'année FIP pour l'exercice 2022 sont arrêtés donc à 452 millions de francs Djibouti et en charge à 558 millions de francs Djibouti. Les produits de l'année FIP constitués principalement par la vente de cartes d'autorisation de travail et les revenus tirés des formations dispensées augmentent donc en 2022. Durant cet exercice, l'année FIP a fait des investissements pour un montant de plus de 75,8 millions de francs en aménagement, acquisition de matériel informatique et de transport et en mobilier. L'année 2022, l'année FIP a enregistré 2827 demandeurs d'emploi et a placé 260 jeunes. 510 autres jeunes ont été insérés dans le cadre du projet Appui à l'emploi, dont 32 stagiaires aux besoins spéciaux. À partir du 1er janvier 2023, l'ANEFIP délivrera des cartes d'autorisation de travail biométriques. Au cours de ces exercices, il ressort que l'établissement a procédé à la dernière phase de construction du nouveau bâtiment et des équipements en matière d'immobilier informatique, maîtriser les contraintes liées au Covid-19 et multiplier ses actions pour un meilleur taux de recouvrement des cartes d'autorisation de travail. La huitième question concerne un projet de loi portant adoption des comptes financiers 2022 de la RTD. Les comptes financiers de la RTD arrêtés au 31 décembre 2022 s'établissent en produit à 1,340 milliard de francs Djibouti et en charge à 1,334 milliard avec un résultat excédentaire de 5 695 000 francs Djibouti. Ce résultat positif s'explique par une diminution des dépenses de fonctionnement et une augmentation des recettes publicitaires de l'ordre de 7%. Malgré une situation difficile, l'établissement a pu maîtriser considérablement ses dépenses de fonctionnement et de personnel. La neuvième question donc, concerne un projet de loi portant adoption des comptes financiers 2022 de l'Imprimerie nationale de Djibouti. Les comptes financiers pour l'exercice 2022 de l'imprimerie donc, sont arrêtés en produit à 382 356 000 francs Djibouti et en charge à 403 194 000 francs Djibouti, malgré 2 années consécutives excédentaires. Les comptes financiers de l'imprimerie donc présentent un résultat déficitaire de 20 millions de francs Djibouti. La 10e question est un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale, plus connu sous l'acronyme d'ODEPIC, pour les exercices 2020, 2021, 2022. Le ministre du Commerce et du Tourisme a présenté les comptes de l'ODEPIC pour les exercices donc 2020, 2021, 2022. Et les comptes financiers de l'ODEPIC pour l'exercice 2022 sont arrêtés en produit donc à 286 285 000 francs Djibouti et en charge à 289 280 000 francs Djibouti. En 2022, l'ODEPIC a poursuivi les réformes pour améliorer l'environnement des affaires et faciliter les procédures de création d'entreprises. Les exercices antérieurs de l'Office ont également été apurés par les comptes financiers de l'ODEPIC pour l'exercice 2021 ainsi que celui donc de 2020, ils s'établissent en produit à 291 551 000 francs Djibouti et en charge à 255 918 000 francs Djibouti, avec un résultat déficitaire de 42 679 000 francs Djibouti. Le résultat de l'ODEPIC est en baisse en 2021 et les produits de l'ODEPIC connaissent une augmentation, les produits de l'exercice connaissent une progression et sont constitués par des droits d'immatriculation, 27 millions de francs Djibouti, les dépôts études de faisabilité, 75 millions de francs Djibouti et le renouvellement de la marque, 39 millions de francs Djibouti. Les charges de personnel augmentent et s'élèvent à 147 millions de francs Djibouti. Durant donc ces exercices, l'ODEPIC a poursuivi l'amélioration de l'environnement des affaires en vue d'attirer les investissements directs étrangers, et notamment la facilitation des procédures de création et les guichets uniques. Communication, donc le ministre des Affaires étrangères a fait une communication, un compte-rendu sur sa participation à la réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel sur la Palestine, qui a eu lieu le 11 octobre 2023 au Caire. Au cours de cette réunion, le Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères a adopté une résolution exigeant l'arrêt immédiat de la guerre israélienne sur la bande de Gaza et son entourage et appelle toutes les parties à la retenue.
Le ministre de la Santé a fait un compte-rendu sur sa participation à la 70e session du Comité régional de la Méditerranée orientale qui s'est tenue du 9 au 12 octobre 2023 au Caire. Il a fait également un compte-rendu sur sa visite de travail qu'il a effectuée au Maroc les 25, 26, 27, 28 et 29 septembre 2023, dans le cadre de la signature du mémorandum d'entente entre les centres hospitaliers universitaires de Rabat et de Djibouti. Dans le reste de l'actualité, Djibouti a accueilli ce matin le célèbre bateau de croisière de luxe dénommé Swan Henelik. La cérémonie d'accueil a été effectuée en présence du ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Wassam Adrieh, du secrétaire général du ministère du Commerce, Ali Daouda Abdou, du directeur général de l'Agence nationale du tourisme, Hassan Abdi Mohamed, ainsi que le directeur de l'agence touristique, Mohamed Guiré Galab. Eh bien, le Swan Hellenic est un navire de croisière d'expédition culturelle qui offre aux passagers une occasion unique d'explorer les destinations les plus éloignées et les plus fascinantes du monde. Le navire est parti de Limassol à Chypre pour rejoindre Jeddah en Arabie Saoudite et s'est arrêté à Djibouti pour permettre donc aux passagers de découvrir la richesse de la culture et de l'histoire du pays. L'Agence nationale du tourisme se réjouit de la venue de ce bateau de croisière, car de tels bateaux permettent de contribuer à la visibilité de la destination touristique de Djibouti au niveau international. Aujourd'hui, on est très ravis de faire venir aujourd'hui le deuxième bateau de croisière, Swan Hellenic. En avril, on avait reçu Silver Sea Cruise. Donc c'est vraiment une fierté pour l'agence de tourisme Trip to Djib qui depuis 2021 travaille vraiment à promouvoir l'industrie du bateau de croisière. Je trouve que Djibouti a un fort potentiel en termes portuaires, on a une belle infrastructure et le secteur tourisme est un secteur qui promouvoit beaucoup d'emplois, vu qu'il y a beaucoup de recherche d'emplois. Donc on a essayé de lancer cette initiative en 2021 et ça nous a permis 2 ans après d'accueillir Silver Sea en avril et aujourd'hui d'accueillir Swan Hellenic, un autre bateau de croisière de luxe. Et pour nous, c'est une preuve que cette nouvelle industrie de bateaux de croisière peut marcher à Djibouti. On a la capacité et on remercie le ministère du Tourisme, on remercie l'Agence nationale du tourisme et tous les partenaires. Écoutons à présent les mots du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Wassam Adrieh. Ces bateaux transportent plus de 150 passagers qui vont visiter non seulement notre pays, mais également certains vont partir ce matin à Lagassal. Donc ils vont découvrir notre beau paysage, mais aussi notre site touristique, toujours dit exceptionnel et unique dans le monde. Je pense que ce travail vraiment que le ministère est en train de mener, c'est un travail qui est entrepris de l'agence égyptienne du tourisme, qui fait un gros travail de sensibilisation et de promotion de notre destination. Je voudrais ici vraiment féliciter et remercier l'agence, à sa tête le directeur général M. Esman, qui n'a ménagé aucun effort pour préparer et vraiment faire tout pour que ces bateaux viennent à Djibouti. Et c'est dans cette optique aussi que nous voulons vraiment attirer beaucoup d'autres bateaux de croisière pour que notre destination soit une destination de choix et qui est connue dans le monde. Je suis très content ce matin. Ça fait 6 mois que déjà un grand bateau de croisière arrive à Djibouti avec des passagers de toutes nationalités qui vont et aussi devenir des ambassadeurs pour notre pays. Dans l'actualité également, le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, a présidé ce matin la cérémonie de clôture de la formation des formateurs nationaux sur les recommandations des bonnes pratiques
obstétricale donc, et néonatale. Était présent à l'atelier la chargée du bureau du FNUAP, Mme Aïcha Ibrahim, le directeur général du CHU, Dr Omar Ismaël, la directrice générale de l'offre de soins, Sahara Mohamed. Objectif, améliorer la qualité des services et des soins offerts aux patientes en mettant aux donc, normes les pratiques professionnelles et de gestion des soins obstétricaux et néonatales dans les structures d'accouchement en vue de contribuer à l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale pour assurer donc la santé et le bien-être de chaque femme et de chaque niveau. Eh bien, ce renforcement de capacité était destiné aux gynécologues, obstétriciens, les pédiatres et les surveillants des maternités publiques et parapubliques. Le ministère de la Santé, par le biais de la Direction de la Santé Mère et Enfants, avait élaboré une stratégie nationale d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, dont l'amélioration continue de la qualité des soins et des services dans les établissements de soins en général et dans les structures d'accouchement en particulier, en fait une priorité nationale pour atteindre les objectifs de développement durable. Écoutons la chargée du bureau du FNUAP, Mme Aïcha Ibrahim. Elle a souligné que la stratégie de réduction de la mortalité maternelle mise en œuvre par le ministère de la Santé et financée par le FNUAP continue de reposer sur les 3 piliers que sont la planification familiale, l'assistance d'une personne qualifiée à la naissance et les soins obstétricaux d'urgence en cas de complications. On l'écoute. De nous avoir fait honneur d'avoir accepté de participer à la clôture de cet atelier qui est pour nous un livre vraiment très, très, très important parce que c'est l'aboutissement de quelque chose. On a longtemps travaillé sur la santé maternelle et néonatale, sur toutes les causes de morbidité, mortalité de maternelle et néonatale, mais vraiment travailler de manière aussi détaillée sur la prise en charge de différentes pathologies, celles qui sont qui amènent le plus de morbidité et de mortalité de ce couple mère-enfant. Travailler en profondeur et travailler sur des cas pratiques et surtout travailler sur un aussi grand nombre de professionnels, c'est vraiment un aboutissement pour moi, c'est quelque chose qu'on a achevé. Remercier le rôle important de la coopération internationale qui nous accompagne de nos efforts, a-t-il dit, continu de construction d'un système de santé performant. À l'écoute. C'est une formation de formateurs. Je pense que vous avez acquis un certain nombre de compétences durant cette semaine. Maintenant, à votre tour de les transmettre aux autres praticiens qui sont dans les structures de santé et sur l'ensemble de la République de Djibouti. Donc, vous serez les acteurs, vous serez en première ligne pour sillonner le pays et apporter votre pierre à l'édifice. La santé de la mère et de l'enfant, c'est un thème qui est une priorité et je remercie Madame Aïcha qui, dans ce domaine-là, apporte beaucoup et aux côtés du ministère pour nous appuyer dans ce domaine-là. Améliorer le fonctionnement de ces centres qui sont au niveau de la base, au niveau le plus proche de la population, pour diminuer la charge qui pèse très lourd sur les hôpitaux, parce qu'il y a une concentration de la population au niveau des hôpitaux, ce qui empêche les hôpitaux de faire correctement le travail qui leur est assigné. L'UNESCO, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture et l'Agence nationale pour la promotion de la culture, a procédé ce matin à l'hôtel international Escale à la tenue de l'atelier régional du programme Mémoire du monde pour les comités nationaux des pays d'Afrique francophone. Cet événement a débuté donc ce matin et se tiendra jusqu'au 18 octobre prochain, rappelant que l'Afrique, gardienne d'un patrimoine documentaire d'une diversité exceptionnelle, abrite des trésors tels que des livres, des manuscrits, des archives, des enregistrements audio
et vidéos, des photographies, des inscriptions sur pierre et bien d'autres formes d'expression. Eh bien, il convient de souligner ainsi aussi que ce patrimoine incarne la mémoire unique du continent, révélant sa riche culture, ses valeurs et son histoire d'enfants partis, les mouvements de libération, les chemins des personnes réduites en esclavage et leur résistance, les carrefours religieux, les traditions orales, les connaissances ancestrales et les modes de vie qui reflètent les relations singulières de l'Afrique avec le monde. Cet événement vise entre autres à renforcer les efforts des comités nationaux Mémoire du monde des pays africains francophones dans le but d'enrichir le registre international Mémoire du monde de précieuses inscriptions liées au patrimoine documentaire africain. De l'atelier du programme Mémoire du monde pour les comités nationaux des pays francophones. Je commencerai par remercier, au nom d'Arc Mauve, le gouvernement djiboutien pour avoir accepté d'accueillir ces instances combien importantes pour la communauté documentaire africaine, principalement celle francophone. Un atelier analogue a été créé il y a quelques semaines à Kampala, en Ouganda, pour les pays anglophones. Et il me plaît également de souligner qu'un atelier également a été tenu au Brésil pour les PALOP. Les PALOP, ce sont les pays africains à langue officielle portugaise. Et donc, voilà, donc les 5 pays du PALOP. C'est une première réunion du comité, des comités nationaux des pays francophones qu'on fait ici à Djibouti. Nous avons eu une première réunion à Kampala au mois de juillet et on espère que l'année prochaine, en 2024, on pourra réunir tous les pays d'Afrique pour faire une réunion régionale par rapport à l'Afrique. Donc, c'est par rapport aux objectifs de cette réunion. Donc, comme ma collègue Idil a rappelé, il y a d'abord la situation critique du patrimoine documentaire en Afrique qui demande pour lequel il faut un plaidoyer, puisque nous avons actuellement que 5% des archives des pays d'Afrique qui sont représentées sur la liste de l'UNESCO. Écoutons à présent l'intervention du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture et de l'ensemble de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue dans notre pays Djibouti. Cette réunion, comme rappelé par la coordinatrice du programme UNESCO à Djibouti, revêt une importance capitale pour notre région, car elle réunit des délégués et des experts d'une dizaine de pays africains francophones, témoignant ainsi de notre engagement commun envers la préservation et la promotion du patrimoine documentaire précieux qui façonne notre identité culturelle et historique. Au cours de 2 prochaines journées, nous aurons l'opportunité de nous plonger dans le fondement du programme Mémoire du monde de l'UNESCO, ainsi que dans la recommandation de 2015 de l'UNESCO et les principes directeurs essentiels à la préservation et à l'accessibilité du programme documentaire et numérique. Nous aurons également l'occasion de partager les pratiques et les expériences de comités nationaux ici présents, renforçant ainsi nos liens et notre compréhension collective des défis et des opportunités liées à cette noble entreprise. Je suis convaincu que cet atelier régional sera une plateforme fructueuse pour un échange constructif et une collaboration renforcée entre nos différents pays. Et notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions. Voici une. Nous sommes aujourd'hui pour un atelier régional portant sur le patrimoine documentaire africain. Il faut rappeler que le patrimoine documentaire concerne tous les aspects du document écrit, concernant les photos, les écrits, la vidéo, l'audiovisuel
mais également tout ce qui porte actuellement. Et la particularité, ce sont les traditions orales. Cet atelier régional du Comité africain du patrimoine Mémoire du monde est organisé par l'UNESCO en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture et l'Agence nationale pour la promotion culturelle de Djibouti. Cet atelier bénéficie de la participation des représentants des pays francophones disposant d'un comité national du patrimoine du programme Mémoire du monde. Et ils sont au nombre de 8 actuellement. Et plusieurs pays sont représentés et qui disposent déjà d'un comité national en matière de programme Mémoire du monde. Dans le cadre du programme PASOK, financé par l'Union européenne dans l'autorité contractante et le ministère des Finances, l'Église protestante évangélique de Djibouti et l'association Sunna al-Haya travaillent en partenariat sur un projet d'appui aux personnes vulnérables en situation de handicap pour une meilleure inclusion sociale et économique. Cette synergie d'efforts entre les deux institutions a pour but de promouvoir l'inclusion et la participation des personnes vulnérables en situation de handicap au développement et à la cohésion sociale de Djibouti, d'appuyer des actions de plaidoyer visant à valoriser l'emploi et l'intégration participative des PVH dans la société, de stimuler au niveau du pays la prise de conscience sur la nécessité d'un développement durable intégrant les personnes en situation de handicap et de participer à l'autonomisation et renforcer les capacités à travers des formations des principaux intervenants opérant dans les divers champs disciplinaires qui prennent en charge les enfants à besoins spécifiques, principalement les enfants présentant des troubles neurodéveloppementaux, troubles du spectre de l'autisme, les divers troubles de l'attention avec hyperactivité. Le thème de l'atelier de ce jour est le diagnostic précoce et l'accompagnement paramédical des enfants présentant des TND et regroupe des médecins pédiatres, quelques professions à paramédical, psychologues, psychomotriciens et orthophonistes. En République de Djibouti. Donc c'est dans le cadre de ce projet PASOK qu'un appel à proposition a été lancé aux associations de la société civile djiboutienne et Sunaya et le centre de formation de l'église protestante se sont mis en partenariat pour pouvoir répondre à cet appel à proposition avec un projet intitulé « Appui aux personnes vulnérables en situation de handicap pour une meilleure inclusion sociale et économique ». Nous avons fait ce choix, pourquoi? Parce que nos deux associations, par leur histoire, travaillent avec le public vivant avec handicap. Pour Sunaya, depuis 2012, il gère un centre de formation qui accueille les enfants allant de 3 jusqu'à 30 ans qui ont des troubles neurodéveloppementaux ou qui ont un handicap lié au TND. Donc c'est dans ce cadre que Sunaya évolue en tant qu'association et accueille courageusement ces enfants dans un cadre inclusif, mais aussi dans des classes spécialisées. Lancement de la campagne de plantation d'arbres à Dikil dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'alimentation. Le lancement de la campagne de plantation d'arbres s'est déroulé à Dikil hier. Cette cérémonie s'est déroulée sous l'égide du préfet de la région de Dikil, Hassan Abdirable, accompagné du président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmed, des parlementaires de la région, ainsi que l'ensemble des responsables des services déconcentrés et des associations de différents quartiers. Cette première journée de plantation d'arbres a concerné les artères principales du chef-lieu ainsi que les établissements scolaires. La campagne de plantation d'arbres s'est également déroulée parallèlement dans les 3 sous-préfectures de la région, à savoir As'ila, Yoboki et Mouloud. La préfecture de Dikil a d'ailleurs mis sur pied une équipe mobile pour étendre les opérations de plantation des arbres dans les zones ou localités reculées de la région. Le préfet de la ville de Dikil, Hassan Abdirable, a convié la population okaroise à s'impliquer massivement dans ce programme de développement des espaces verts dans la région et à veiller sur la préservation des arbres qui, a-t-il dit, joue un rôle primordial à plusieurs égards, notamment l'amélioration du cadre de vie urbaine,
la régulation climatique, l'amélioration de la qualité de l'air et sans oublier la préservation de la biodiversité. Formation licence A pour les entraîneurs de football, une première dans l'histoire du football national. Le président de la Fédération djiboutienne de football et vice-président de la CAF, Souleymane Hassan Ouabberi, a parrainé hier le lancement des travaux de formation licence A de la CAF, stage suivi par 23 entraîneurs de football titulaires de licence B. Durant cette cérémonie de lancement officiel, plusieurs personnalités se sont exprimées. Et en premier, c'est le colonel Ali Dini qui a eu l'honneur de prendre la parole, s'exprimant au nom du chef d'état-major de la gendarmerie. Le colonel a félicité la fédération pour cette initiative et a indiqué aussi que la gendarmerie apportera sa contribution pour la réussite de ce stage. Le secrétaire général du comité olympique a également félicité les dirigeants de la fédération de football d'avoir initié cette formation de haut niveau. S'exprimant au nom du secrétaire d'État chargé des sports, Abshir Al-Hassan a quant à lui salué les efforts considérables des dirigeants de la Fédération djiboutienne de football pour développer le football national. Le président de la Fédération djiboutienne de football a pour sa part souligné que cette formation est une première dans l'histoire du football national et que les lauréats auront la chance de suivre dans 3 ans la formation en licence pro, ultime succès en matière de coaching de football. Je vous le disais en titre, l'Organisation mondiale de la santé a prévenu lundi qu'il ne restait plus que 24 heures d'eau, d'électricité, de carburant dans la bande de Gaza avant qu'une véritable catastrophe ne se produise. Le directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, Ahmed Al-Mandari, a donc déclaré que le territoire bombardé et assiégé doit être autorisé à recevoir des convois d'aide actuellement bloqués au poste frontière de Rafah avec l'Égypte. Si l'aide n'arrive pas, les médecins devront préparer des accès de décès pour les patients. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.